C'est intéressant. Et quand tu dis justement que tu étais timide, aujourd'hui, comment tu as pu dépasser ça? Mais en fait, je suis toujours. J'allais toujours être un excellent bras droit, un excellent numéro 2. Et là, j'ai matérialisé le fait de me dire, mais en fait, on en revient au syndrome d'imposteur. Je pense que je pourrais être numéro 1 et je pense que j'ai envie d'être numéro 1. Plus on est haut dans une organisation, plus on est observé. C'est normal. Et donc, ça veut dire que des petits gestes du quotidien peuvent avoir un impact extrêmement fort. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qui me donne de l'énergie, c'est de continuer d'apprendre, c'est de m'amuser et c'est de gagner. Donc, c'est plus facile d'être soi quand tu es CEO que d'être soi pour plein d'autres jobs. Donc, c'est aussi un luxe. Pour ce nouvel épisode de Gat+Mairie, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Fréty. Alexandre est aujourd'hui CEO d'Orisha, un éditeur de logiciels et investisseur dans plus d'une vingtaine de startups. Mais au-delà de ces titres, ce qui m'intéressait, c'est l'homme derrière le dirigeant. Un provincial issu d'une famille scientifique, un jeune timide qui a dû apprivoiser sa place dans le monde et quelqu'un qui a appris à concilier exigence, curiosité et plaisir. Ensemble, on a exploré comment il a construit son mindset, comment il vit son rôle de leader et d'investisseur et surtout, comment il construit sa réussite au jour le jour. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandre Fréty. Bonjour Alexandre. Salut, Edgar. Je suis hyper contente de te recevoir sur Gat+Mairie. Vraiment. Tu sais, à chaque fois, l'audience du podcast me demande comment je rencontre mes invités. Et toi, je me souviens, on venait de lancer The Dots. Et on faisait une enquête sur la culture d'entreprise. À l'époque, tu étais co-CEO de Malte. Et on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Et on a, en tout cas, personnellement, Jennifer, on dira la même chose aussi. Hein, on a beaucoup aimé ton côté très humble, très posé, très perspicace, en réalité. Et je me suis dit que j'aimerais bien en savoir plus sur toi à travers le podcast. Donc, voilà. Tout un programme. Tout un programme. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci de m'inviter. Avec joie. Je commence toujours par une question qui est « Qui es-tu, Alexandre ?» Qui je suis donc j'ai 44 ans. Moi, je suis issu d'une famille, on va dire, scientifique. J'ai fait des études d'ingénieur et en sortant d'école, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je faisais partie de ces profils qui voulaient pas prendre trop de risques et qui voulaient pas sortir des sentiers battus. Et donc j'ai fait du conseil, finalement la voie qui te ferme le moins de portes. Je savais que j'avais pas envie d'exercer un métier technique. Donc j'ai démarré dans le conseil, d'abord chez Deloitte, puis ensuite chez McKinsey. Et assez vite, j'ai eu un peu des fourmis dans les jambes, à la fois de management, d'opérationnel. Quand j'étais chez McKinsey, je me disais à chaque fois, mais le job de mon client m'intéresse plus que le job de mon partenaire. Donc je savais que j'avais envie de bifurquer sans savoir exactement pourquoi faire. Et la vraie bonne décision que j'ai prise quand j'étais finalement jeune, j'avais 27 ans, j'ai quitté cet environnement clinquant pour rejoindre une petite boîte inconnue dans un secteur pas sexy qui était Webhelp. Entreprise dans laquelle j'ai passé 12 ans, de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires à 2 milliards. Et donc ça a été une aventure extrêmement grisante de 12 ans finalement ça m'a donné un virus, le virus de manager des histoires d'hypercroissance, puisque de Webhelp j'ai basculé à Malte, l'expérience dans laquelle on s'est connus, entreprise de la même manière que je ne connaissais pas quand je la rejoins, qui était une petite marketplace qui travaillait plutôt pour des clients SMB et qui est aujourd'hui un leader européen, donc entreprise que j'ai managée pendant 4 ans. Et que j'ai quitté en fin d'année dernière et j'ai repris un troisième projet d'hypercroissance cet été, une entreprise qui s'appelle Orisha, qui est une entreprise de SaaS, de software verticalisée et qui adresse un certain nombre de métiers spécifiques. Et là encore dans un projet de croissance, d'européanisation, de mondialisation. Trop bien. Qui correspond un peu à ce que j'ai toujours fait. Ouais, j'ai hâte d'en savoir plus, notamment sur, tu vois, tu l'as dit, tu viens d'une famille scientifique. Moi, j'aimerais savoir à quoi ressemblait ton enfance. Est-ce que il était comment, Alexandre gamin? Alexandre, alors c'est deux questions différentes. Mon enfance, elle est, j'ai envie de dire une enfance assez normale, dans une famille avec un grand frère, vécu majoritairement en Alsace et j'ai fait mon collège en Corse, donc j'ai bougé un peu étant assez jeune, tout était pris par le sport très tôt. Donc moi j'ai commencé plutôt par les sports individuels et ensuite je suis allé plus grand sur du sport collectif. J'ai démarré par les sports de raquettes, j'ai fait beaucoup de tennis de table, de tennis étant jeune et j'ai fait du volley un peu plus tard et ça m'a beaucoup marqué, ça me suit pas mal ça dans ce que je suis aujourd'hui en tant que manager.
Alexandre jeune, c'était un enfant plutôt discret, plutôt peu téméraire, plutôt timide. J'étais un peu le type d'enfant qui avait besoin d'être compétent avant de parler. Donc voilà, pour essayer de faire un parallèle avec les discussions qu'on va avoir. Et j'ai gardé ça en moi, je crois encore jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est quelque chose qui me caractérise. J'ai jamais voulu brûler les étapes. J'ai jamais voulu prendre un job dont je me sentais pas capable parce que je pense que je me serais brûlé les ailes. Et c'est souvent d'ailleurs un conseil que je donne. Mais est-ce que tu te sens, parce que parfois certaines personnes ne prennent pas de job parce qu'ils pensent qu'elles sont pas capables alors qu'elles le sont. Tu vois? Oui, c'est vrai. Le syndrome de l'imposteur. Oui, exactement. Alors moi, j'ai Comment tu distingues les jamais. deux? Alors je suis d'accord, c'est la différence est ténue. La différence que je fais, c'est que quand on est sur l'ascension et sur l'échelle, on a envie de gravir les échelons le plus vite possible. Et l'analyse que je fais toujours, c'est mais est-ce que l'échelon il est maîtrisé à 20, 30, 40, 50 ou 80%? Bien sûr. Si on est de l'ordre de 20-30%, on n'est plus de l'ordre de syndrome de l'imposteur, on est dans le syndrome de la folie ou de l'ambition à tout crin qui parfois peut être contre-productive parce qu'on connaît beaucoup de gens qui ont grandi très vite et qui d'ailleurs se sont brûlés les ailes. Bien sûr. Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu différent. Il ne m'a jamais concerné. Enfin, je ne me suis jamais senti avec ce syndrome de l'imposteur puisque j'ai toujours considéré que j'avais une capacité à évaluer ma propre performance ou ma capacité à être légitime aussi au travers du regard des autres. Trop bien. Et petit à petit, c'est aussi une question de confiance en soi, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, comme tout le monde, je manquais de confiance en moi. Et je pense qu'il m'a donné beaucoup de confiance quand j'étais au début de ma carrière, c'est justement dans mon expérience chez Webhelp où à 1 an et demi après mon arrivée, les fondateurs dirigeants m'ont confié la business unit qui représentait 70% du chiffre d'affaires, qui représentait à l'époque un vrai pari de leur part. Et là, quand j'ai pris ce job et que 100% de mes N-1 étaient plus âgés que moi, là, je me suis dit, ouf, ça va être compliqué. Et je sens le moment, et j'avais 28, 29 ans. C'était une business unit de 6000 personnes, donc c'était vraiment quelque chose d'assez important. Et j'ai vu dans le regard des autres, et pas que dans le regard parce qu'ils me l'ont dit, ils m'ont renvoyé quelque chose de très positif en disant on est content que ce soit toi. Et ça m'a donné un boost de confiance en moi et phénoménal qui sans doute m'a servi dans la suite. Trop bien, trop chouette. Et quand tu étais gamin, tu rêvais de devenir quoi? Est-ce que tu avais des rêves particuliers ou pas du tout? Quand j'étais gamin, je rêvais, et je crois que c'est une partie de ma personnalité aussi, j'étais très curieux, donc j'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie je continue de me régénérer parce que j'apprends des choses nouvelles et j'avais envie, alors c'est pas très original, d'être pilote comme beaucoup d'enfants, enfin j'avais des rêves d'un enfant un peu standard, j'ai envie de dire. Pas du tout des ambitions de carrière ou ce genre de choses, c'était très éloigné de moi, même quand j'étais en école d'ingénieur. Faire carrière, c'était très éloigné de moi. J'avais juste envie de m'amuser quand j'étais en école d'ingénieur. Et donc, voilà, tout ça n'a pas été écrit très en avance, bien au contraire. Ouais, hyper intéressant. Et quand tu dis justement que tu étais timide, aujourd'hui, comment tu as pu dépasser ça? Mais en fait, je suis toujours. Je m'étonne toujours lorsque je dis, quand on regarde le MBTI, que beaucoup sans doute de tes auditeurs connaissent. Moi, je suis I, donc le I, c'est introversion versus extraversion. Quand je dis dans mon environnement professionnel que je suis I, les gens me disent « Ben non, t'es pas I ». Oui, mais ça, dans 95% des cas, les gens sont extrêmement surpris. Mais parce que le principe du I, c'est que quand il est dans un environnement, il se sent bien, il peut apparaître comme un E. Mais fondamentalement, je sais que je suis I et je le suis toujours, donc j'ai gardé ça. Après, bien entendu, on combat sa timidité, surtout quand on est dans des sphères B2B où il faut faire du relationnel, où il faut faire du social. Donc j'ai appris ça et j'ai même appris à aimer ça. Oui, ce qui n'empêche qu'il ne faut pas aller contre nature. Et donc le I, il a besoin de se ressourcer sans doute parfois un peu différemment. Moi, je suis content de temps en temps de me retrouver un peu seul chez moi, même si j'adore passer des soirées à faire du networking et à passer du temps avec toi pour avoir cet échange en ce moment. Ouais, non, complètement. Et enfin, j'ai écouté toutes tes interviews avant de qu'on se parle. Tu dis que tu es un bon provincial qui voulait éviter à tout prix la capitale. Oui, c'est vrai. Et vrai. pourtant, ton parcours t'y a mené. Oui. Comment s'est fait ce cheminement? Par contrainte. Ouais. Effectivement, la phrase « je suis un bon provincial » qui voulait éviter la capitale parce que j'en avais pas une bonne image et
Et parce que, encore une fois, on revient au sport. Quand on est provincial, on est contre la capitale. Moi, j'ai fait mon école d'ingénieur en Bretagne. Donc, je vivais à Strasbourg. Je fais mon école d'ingénieur en Bretagne. J'ai fait mon stage de fin d'études à Toulouse. Donc, j'ai tout fait pour éviter Paris. Et moi, je fais une école d'ingénieur de télécommunications. Et en 2003, quand je sors, c'est la crise des télécommunications. Donc, en gros, je vais pas dire c'est Paris ou Paris. Oui. Mais bon, voilà, à ce moment-là, il fallait faire un choix. C'était soit de continuer de se battre à trouver un travail en province, soit monter à la capitale. Et c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, bon, un peu plus de 20 ans plus tard, je suis peut-être plus parisien que certains parisiens, mais ça, c'est peut-être le vrai key learning de ça, c'est que parfois, il faut savoir justement, je prends souvent l'image, y compris avec mes enfants d'ailleurs, en disant, en fait, la vie, c'est simple. Il y a un premier rond qui est le rond dans lequel on est en confort. Qu'on soit enfant, adolescent, adulte. Et puis, il y a un deuxième rond qui est assez éloigné du premier rond, qui est la zone de panique. Et au milieu, il y a la zone d'apprentissage. Et donc, moi, j'essaye de plus en plus de passer la majeure partie de ma vie dans la zone d'apprentissage, c'est-à-dire sortir de la zone de confort, mais pas aller dans la zone de panique. Ouais, et le plus on fait ça, le plus la zone de panique s'éloigne et le moins on sent paniquer. Ça s'élargit, quoi, la zone. Voilà, de la même manière que moi j'étais beaucoup plus stressé quand j'avais 25 ans que j'étais chez McKinsey que je le suis aujourd'hui en tant que CEO d'une entreprise de 3000 personnes. Donc tout ça c'est très relatif. Et puis on grandit, on apprend avec le temps et on apprend à se connaître aussi. Et je vois, c'est marrant parce que quand tu parles justement de panique, tu parles d'insécure. Overachiever, qui sont justement les profils. Voilà, chez McKinsey, c'est les profils typiques qui finissent partners, c'est-à-dire c'est des gens extrêmement brillants, mais un peu insécures. C'est ça. Et du coup, ça, tu peux le développer et comment tu as pu t'en détacher? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sont encore et qui aimeraient aller de l'autre côté, mais ne savent pas comment. C'est vrai. Eh ben, c'est la stratégie des petits pas. On fait pas un big bang. On ne devient pas un entrepreneur, fondamentalement d'ailleurs si on ne l'est pas. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose, il y a un germe, un ADN, et ça, moi je dis souvent, il faut écouter la petite musique en son fort intérieur. Et cette petite musique, elle raconte quelque chose. Donc il y a un certain nombre d'insecure overachievers qui resteront toujours, et c'est pas grave. C'est ok, il y a des très beaux jobs de gens qui restent dans cette catégorie-là, qui est un peu caricaturale d'ailleurs. En revanche, pour ceux qui ont envie d'en sortir, je dis la stratégie des petits pas, c'est déjà se confronter à la nouveauté. Se confronter à la nouveauté, c'est quoi? Quand on est étudiant, moi aujourd'hui quand je recrute des étudiants, l'insecure overachiever, comment je le repère? C'est celui qui fait 3 stages qui sont les 3 stages qu'on lui a conseillé de faire. Je vais en banque d'affaires, je vais en conseil, je vais faire du M&A. Moi, c'est plutôt un candidat repoussoir, une candidate repoussoir, même s'il faut pas mal juger, puisque j'étais ce candidat-là au même âge. Celui qui a envie de sortir de sa zone de confort, déjà, il a un CV qui est moins linéaire, il n'a pas peur de raconter qu'il a fait un trou d'1 an dans sa carrière, qui va faire des choses à l'opposé de ce que, on va dire, la doxa familiale ou de ses amis va lui conseiller de faire. Donc, je pense qu'il faut forcer un peu le destin et encore une fois, il faut élargir son premier petit rond. Et c'est ça le bon conseil à donner, c'est de se dire, le rond, il est là. Comment je passe de l'autre côté de la barrière et petit à petit, ce rond s'agrandit. Et justement, pour toi, en tout cas, pour quitter ce système-là, t'es parti chez Webhelp. Oui. À un moment donné où Webhelp n'était rien, on va dire, entre guillemets. Oui. Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui t'a fait, surtout, comment t'as fait ce choix-là, sachant que tout le monde te disait, n'y va pas? Oui. Alors, il y a un petit côté, je pense, caractère personnel, qui est, moi, j'aime bien la contradiction, et j'ai pas de problème fondamentalement avec l'autorité, mais j'aime pas les courants de pensée, tu vois, uniques. Consensuel. Et donc, quand moi, j'avais passé des entretiens chez Webhelp. Je suis le seul à connaître bien l'entreprise. Ma sphère familiale, mes amis chez McKinsey, ils voyaient les aspects, on va dire, externes, visibles. Petite entreprise, secteur inintéressant possible. Call center, ouais. Call center, t'es chez McKinsey. Bon, je veux dire, le samedi soir, vaut mieux dire que t'es chez McKinsey que chez Webhelp dans le call center que personne connaît. Et donc, à la fin, c'est à la fois, tout le monde me disait de pas y aller, donc ça me frottait un peu. Et 2, j'avais acquis une conviction rationnelle, encore une fois, avec cette petite musique intérieure, de me dire, mais en fait, les gens que j'ai rencontrés, ils me donnent envie de bosser avec eux. Le secteur, j'y crois, et je vais avoir une vraie expérience opérationnelle et managériale dans cette entreprise. Donc, au moment où je prends ma décision, je ne me dis pas du tout que je vais y passer 12 ans et que ça va être l'histoire que c'est devenu, mais je me dis que c'est ce que j'ai envie de faire à cet instant T. Ok, je vois. Et en 2017, il me semble, tu prends ton premier poste de dirigeant. Oui. Et c'est là où tu fais un MBA, du coup à Stanford. Oui. Et enfin,
en tout cas pour connaître des gens qui ont fait des MBA, c'est des moments d'introspection assez forts. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à ce moment-là et qui te sert aujourd'hui, en tout cas qui t'a donné une nouvelle vision de ta trajectoire? J'ai appris, je ne sais pas si j'ai appris énormément sur moi, mais j'ai réussi à matérialiser un certain nombre de choses que je n'avais pas saisies auparavant. Okay. La première, c'est que c'est une situation d'inconfort. Là, pour le coup, sortir de sa zone de confort. Bon, te retrouver dans une mentalité très américaine qui est très expansive. Donc, le principe de passer du temps à Stanford, c'est aussi le principe de s'ouvrir aux autres. Ouais. Quand on est une personnalité qui est celle que je décris tout à l'heure, c'est pas ma zone de confort, c'est pas ce que j'aime bien faire. Donc déjà de passer 6 semaines ou les premiers jours, pour moi c'était quasiment impossible de le faire. Là où les Américains, au bout de 3 jours, ils racontent les problèmes avec leurs enfants, leurs femmes, leurs conjoints, etc. Ils sont fait virer, enfin ils attendent de toi que tu les aides. Et en fait, au bout d'un moment, l'avantage c'est que c'est des gens que tu ne recroises pas ensuite. Enfin, il y a un réseau qui reste là et donc il y a cette vertu de dire bon je vais tenter de jouer le jeu et ça peut être utile. Et la deuxième et le principal impact, c'est que finalement, le moment d'introspection, moi, m'a permis de matérialiser. J'étais convaincu que j'allais toujours être un excellent bras droit, un excellent numéro 2. Et là, j'ai matérialisé le fait de me dire, mais en fait, on en revient au syndrome d'imposteur. Je pense que je pourrais être numéro 1 et je pense que j'ai envie d'être numéro 1. Et donc, ça, qu'est-ce qui t'a fait basculer ça? Est-ce que tu as, je sais pas, un exemple, une anecdote où tu t'es dit, c'est vrai que là, je peux être... En fait, je voyais toujours... moi, j'ai toujours eu ce côté très respectueux de mes managers. Et j'ai toujours trouvé... c'est aussi parce que j'ai choisi ça en partie, puisque quand on choisit un emploi, on choisit aussi les fondateurs. J'ai toujours trouvé que les gens avec qui je travaillais, en tout cas au-dessus de moi, étaient extrêmement brillants. Et qui savaient faire vachement de choses que moi, je ne savais pas faire. Et donc, la légitimité venait là. Et là, j'arrivais un peu à un stade où je me disais, finalement, je pense que je peux peut-être faire 50-60% de ce qu'ils font, peut-être au moins aussi bien. Donc c'est pas de l'arrogance, mais c'est le fait de pouvoir factualiser que finalement ce que j'idolâtrais un peu, petit à petit, par apprentissage, moi j'ai beaucoup fait l'éponge, je regarde les meilleurs autour de moi et j'observe et j'essaye de prendre ce qu'ils font de mieux. J'avais de la chance d'avoir 2 fondateurs chez Webhelp très complémentaires, très différents, avec des forces très différentes. Voilà, je les ai observés chacun dans leur zone de force. Et là, j'arrivais à un moment donné, j'approchais petit à petit de la quarantaine. C'est devenu pas comme une évidence, mais en me disant, je vois pas de frein à y aller et il faut que je l'affirme parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu te définis comme un people CEO. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, effectivement, cette expression-là, je l'emploie de temps en temps. Je l'ai employée d'ailleurs dans le cadre de mon arrivée chez Orisha et dans le cadre de mon processus de recrutement. Je pense que déjà, les CEO sont différents en fonction de de là d'où ils viennent. Il y a des CEO qui étaient CFO, d'autres qui étaient CEO, d'autres. Bon. Moi, j'ai eu assez tôt des jobs assez généralistes, donc j'ai pas vraiment un ADN initial, même si mon ADN initial est plutôt le commerce, c'est plutôt le go-to-market. D'ailleurs, la notion de people CEO, ce que je vois, c'est la volonté de travailler sur de voir sur l'importance de tes équipes le sujet numéro 1 du job de CEO. Finalement, moi, si je dois résumer mon job aujourd'hui, si je suis très caricatural, je vais te dire, mon job, c'est de recruter les meilleurs, de les faire travailler ensemble, d'incarner une culture d'entreprise, et d'ailleurs de mettre de la vitesse dans l'organisation et de donner un cap. Avec ces 2 phrases, j'ai un peu résumé. Et donc, je démarre par cette partie, recruter les meilleurs et les faire travailler ensemble. Et donc, derrière le côté People CEO, c'est comment mettre en place une dynamique qui va faire en sorte que, déjà, tu attires les meilleurs, et ensuite, tu arrives, avec des gens extrêmement brillants, à créer une équipe qui est plus performante que la somme des individus. Et donc là, ça passe par des sujets qui te sont chers aussi. Ça passe aussi par le fait d'avoir une cohésion d'équipe. Dans 10 jours, je pars avec mon comité exécutif. On va passer 3 jours avec un coach pour solidifier et créer une vraie équipe. Les gens sont un peu dans la ligne de nage. Il faut qu'on crée une équipe dans laquelle les gens se font confiance. Donc derrière cette notion de people CEO, et là il y a beaucoup de parallèles avec le sport dont j'évoquais tout à l'heure, ça m'a beaucoup alimenté. Moi j'ai fait beaucoup de volley. Pourquoi le volley est un sport qui m'a passionné au-delà du fait que j'aime la technicité du sport, c'est que le volley ça se joue à 6. À 6, tu as 15 connexions individuelles. Donc la somme de connexions one-one. 15 connexions individuelles, tu peux non pas les maîtriser,
mais vraiment faire quelque chose d'extrêmement puissant, où la somme de 6 fait beaucoup plus que 1 plus 1 plus 1 plus 1. Quand tu passes sur des sports où tu es plutôt 9, 11, 15 au rugby, tu sais que c'est quasiment impossible. Parce que là, on passe sur des connexions à plus de 100. Et donc, tu es obligé de gérer les choses un peu différemment. Et donc là, cette notion de 6, ou parfois on parle des Two Pizza Team de Jeff Bezos, ça vient aussi de là. C'est-à-dire 8, 6, 8, un nombre dans lequel tu peux vraiment maîtriser le collectif et faire en sorte que tu en exploites la quintessence. Complètement. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que, nous, on considère que tu es un peu un de nos mentors. En tout cas, chez The Dots, tu nous donnes beaucoup de conseils et ce sujet de culture d'entreprise, toi, t'importe beaucoup. Déjà, parce que j'en parle jamais sur le podcast, en fait, je sépare un peu les deux, mais on peut en parler aujourd'hui. Comment toi, tu définis la culture d'entreprise et quel rôle, justement, le CEO y joue? Oui. Alors, moi, j'ai quelques définitions que j'aime bien. Il y en a plusieurs. Je pense qu'on a des plus, voilà, des plus connues. Mais peut-être ma préférée qu'on entend un peu moins, c'est celle de Mary Barra, l'ancienne CEO américaine, qui disait simplement la culture, c'est juste la manière dont on se comporte. It's just how we all behave. Et je trouve que c'est un bon résumé. Il y en a une autre qui c'est ce qui se passe quand le CEO est pas dans la salle. Et moi, j'aime bien dire que une culture forte, c'est quand ce qui se passe quand le CEO n'est pas dans la salle est assez proche de ce qui se passe lorsque le CEO est dans la salle. C'est ça. Et donc, pour revenir sur ta deuxième question, c'est que la culture, elle est très éprise de l'équipe de management parce que c'est quand même, ça fonctionne beaucoup par mimétisme. Donc, à partir du moment, et donc c'est pour ça qu'on parle du CEO, mais finalement, c'est l'équipe de management au sens large. L'équipe de management au sens large a un devoir d'exemplarité extrêmement fort vis-à-vis d'une culture d'entreprise, parce que sinon, il n'y a pas de culture. C'est ça, exactement. Donc, le rôle du CEO, on va dire encore plus que tous les autres. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une culture d'entreprise, il se doit d'être ultra exemplaire et de l'incarner parce que plus on est haut dans une organisation, plus on est observé. Et c'est normal. Et donc ça veut dire que des petits gestes du quotidien peuvent avoir un impact extrêmement fort. Je me rappelle d'un exemple chez Malte où un jour je prends mon café le matin avec un gobelet en plastique et ça m'est revenu 2 mois plus tard en disant le CEO il a pris un gobelet donc c'est pour donner, c'est juste pour toucher du doigt à quel point voilà, et donc c'est insidieux et dans l'autre sens à l'inverse c'est extrêmement puissant parce que quand il y a un alignement fort et qu'il y a des principes de management clairement établis, ça devient un différenciateur marché extrêmement puissant. Et moi, mais c'est aussi pour ça qu'on a discuté originellement. Je suis plus que convaincu parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière chose qu'on ne peut pas copier. C'est ça. On peut copier une stratégie, on peut copier ce qu'on fait sur l'intelligence artificielle, on peut copier beaucoup de choses, on peut pas copier une culture d'entreprise. Surtout la congruence qui est en fait entre ce que tu dis et ce que tu fais. Exactement. Clairement. Et tu l'as dit tout à l'heure, un de tes rôles en tant que CEO, c'est de faire travailler efficacement des personnes ensemble. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner à des personnes qui vont prendre des postes de CEO ou même de dirigeants, de managers, pour justement faire travailler efficacement des personnes différentes surtout? Ouais, c'est pas facile. Alors déjà, faut pas avoir peur. Le premier conseil, c'est pas avoir peur de se faire accompagner. Ouais. Je pense que sur des sujets comme celui-là, d'avoir un tiers, quel qu'il soit, un cabinet, des spécialistes, etc., qui viennent. Là, moi, le coach avec lequel je travaille, c'est le même coach avec lequel j'avais travaillé chez Malte. Okay. Il commence par passer du temps avec chaque individu. Pour comprendre aussi où sont les nœuds. Bien sûr. Et pas uniquement la vision du CEO, la vision de l'équipe. Et ensuite, du coup, en adaptant un certain nombre d'exercices qui vont nous mettre en situation pour aussi aller sur ce qui fait mal. Ouais. La plupart pour revenir à tes 3 conseils, donc se faire accompagner en 1, en 2, ne pas avoir peur de percer les abcès. En fait, quand on est CEO et qu'on arrive dans une équipe, ça prend pas trop de temps de se dire, maintenant il y a ça, ça et ça paraît quand même assez évident. Oui, mais on n'en parle pas. C'est ça, exact. Donc après, c'est comment on traite. Voilà, avoir le courage de traiter les sujets difficiles, confronter, parfois quand il y a des problèmes entre 2 personnes, réussir à trouver une manière, une maïotique qui permette de sortir par le haut, ou parfois aussi accepter que la situation, elle est définitivement pourrie et qu'il faut prendre une décision difficile vis-à-vis d'une personne ou de l'autre. Et le dernier élément, c'est en fait rien ne se passe tout seul. Je dis pas qu'il faut être interventionniste, mais ce que m'a appris aussi les dernières années de ma carrière, c'est que la plupart du temps, quand on est manager ou CEO, on se dit il y a 2 manières d'agir vis-à-vis de l'équipe. Je fais à la place ou je fais rien.
Et en fait, la méthode la plus utile, souvent, c'est la méthode du milieu. C'est ce qu'on appelle, enfin, ces anglo-saxons appellent le servant leadership. C'est-à-dire que tu mets tes compétences au service du binôme, mais de manière intelligente et discrète. Et ça, c'est quelque chose qu'on développe aussi. Simple, hein. Ce qui est très compliqué. Parce que de manière naturelle, encore une fois, c'est soit je fais rien, comme ça, c'est leur responsabilité, soit je prends vraiment la main, mais voilà, exactement. Et ce qui apporte de la valeur dans le temps, souvent, c'est d'être plus intelligent vis-à-vis de l'impact qu'on peut avoir. Complètement. Et tu as aussi un rôle d'investisseur à côté de ton job de CEO. Enfin, voilà. Tu as investi dans plus d'une vingtaine de boîtes, il me semble. Oui. Comment est-ce que tu choisis, comment tu fais tes choix, en fait, pour investir? Parce que tu vois, de l'autre côté, je pense qu'il y a des personnes qui veulent investir, d'autres personnes qui sont des startups et qui veulent qu'on investisse dans leur boîte. Toi, quels sont tes critères et est-ce que ces critères ont évolué, surtout dans le temps? Oui, ils ont évolué. Alors il y a des critères un peu techniques rationnels qui de dire moi aujourd'hui j'investis soit dans des sujets que je connais, parce que je pense que j'ai plus de valeur aussi à apporter, que je comprends les sujets, donc qui sont liés à mes expériences passées, notamment professionnelles, soit des sujets passion. Dans les sujets passion, j'ai investi dans le sport. J'ai investi aussi dans des boulangeries. Alors, pas que je sois passionné de boulangerie, mais j'aime beaucoup le pain. Et donc voilà, c'est un sujet qui me passionnait. Je trouvais deux jeunes entrepreneurs qui se lancent et qui ont monté un certain nombre de boulangeries. Ils s'appellent Tranché, pour leur faire un peu de pub. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a déclenché un investissement dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai racheté au-delà de qu'est-ce qui a déclenché le fait d'investir toi déjà, enfin de te mettre de l'autre côté déjà? Enfin ça, j'ai pas posé, mais je la pose maintenant. Principalement. Je suis assez convaincu, même à titre perso, moi j'apprends beaucoup plus à discuter avec des gens qui gèrent soit un patron de CAC 40 ou un patron de start-up. Parce que j'ai quelqu'un qui fait beaucoup plus gros et donc je vais avoir des choses qui vont m'intéresser. Quelqu'un qui a encore l'agilité des débuts, ça va m'intéresser pour le regard. Des gens qui font la même chose que moi, c'est intéressant, mais je me nourris davantage, donc de rester au contact de l'écosystème extrêmement agile, ça m'est utile aussi moi bien sûr. Dans mon job de CEO aujourd'hui. Il y a la volonté de give back, pour être aussi assez direct. Je considère que quand tu penses que tu as eu plutôt de la chance dans ton parcours, de pouvoir redonner d'une manière ou d'une autre, c'est presque une obligation. Bien sûr. Oui. Donc ça c'est la deuxième thèse. La troisième, pour gagner de l'argent, mais honnêtement c'est vraiment tout au fond. Tu sais que quand tu investis dans des petites entreprises, tu as plus de chances de perdre que de gagner. Donc, c'est vraiment pas l'axe principal, même si tu essaies quand même de le faire de manière rationnelle pour gagner de l'argent. Et donc, comment ça évolue au fil du temps? Moi, aujourd'hui, j'ai dans les critères qui peuvent être utiles aux gens qui cherchent de l'argent, moi, j'en ai très peu, en fait. J'ai arrêté de regarder les Excel et les business plans. Les decks un tout petit peu pour comprendre un peu le marché quand c'est un marché qui est un peu lointain. Mais les business plans, ils sont dans 100% des cas faux. Même les fondateurs n'y croient pas. Il faut qu'ils fassent un business plan pour vendre. Donc, ce que je regarde plus, c'est détecter, et c'est pas facile, la détermination et l'opiniâtreté de l'équipe de fondateurs. C'est-à-dire à quel point ils vont s'arrêter aux premières difficultés, ou ils vont aller vraiment au bout des choses. La capacité de remise en cause. Et donc ça, tu le vois assez facilement sur des questions quand tu challenges un peu. Est-ce qu'ils sont arc-boutés ou est-ce qu'ils vont être capables? Moi, si je prends l'exemple des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, c'est que des entreprises qui ont pivoté. Et le succès est venu d'un pivot. Webhelp, originellement, c'était un Google humain. Donc heureusement qu'ils ont pivoté. Ils auraient pu aller dans le mur s'ils étaient restés sur le Google humain. Et avoir l'obstination de la cible. Exactement. Et le dernier élément, c'est alors à minima la sensibilité à la diversité. Parce qu'on voit quand même beaucoup d'équipes de fondateurs, fondatrices qui sont les copains. Bon, très bien, mais donc comment vous envisagez un peu la suite de l'équipe et comment ils vont réussir à s'équiper d'un comité exécutif qui va être un peu plus divers que l'équipe de départ. Ouais, complètement. Trop bien. Et toi, en tant que CEO, comme tu dis, tu aimes bien le give back, donc transmettre aussi, qu'est-ce que tu transmets aux équipes fondatrices justement? Qu'est-ce que tu aimes transmettre en tout cas? Alors, j'aime bien être à leur service déjà. Donc je suis plutôt là pour que eux puissent aussi venir me chercher sur les questions qui leur sont utiles. Les give back faciles, c'est juste l'expérience
d'avoir fait du M&A, d'avoir fait Bien beaucoup sûr. de choses qui sont utiles à un moment donné de la vie de l'histoire, d'avoir recruté des directeurs commerciaux 10 fois. Donc, quand il y a un recrutement, qu'est-ce que tu penses de ce profil-là? Donc, de discuter sur des sujets très HR, ça m'arrive assez fréquemment. Comme je dis, je suis people CEO, donc c'est des sujets qui m'intéressent. Justement, j'en reviens, l'équipe, ce que je parlais tout à l'heure, la diversité de l'équipe, comment est-ce qu'il constitue le premier noyau dur. Et parfois, ça peut être aussi sur des crises ou sur des mini-coaching parce qu'il y a un sujet justement entre l'équipe, au sein de l'équipe, un nœud de nœud à résoudre et donc comment est-ce que là tu peux être là pour les aider, mais encore une fois c'est plutôt à leur service. Il faut que ça vienne aussi une bonne relation d'investisseur à équipe fondateur-fondatrice, ça fonctionne si effectivement c'est plutôt tiré par l'équipe opérationnelle. Et il me semble, récemment tu as rejoint le board de Willa. Oui. Et il me semble que tu as 3 filles. Non, deux filles, pardon. et un fils. Et un fils, excuse-moi. Désolée pour le garçon, mais du coup, tu as 2 filles, donc tu es concernée. Donc, Willa, c'est, en tout cas, la vocation est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi tu as rejoint ce board? Qu'est-ce qui te... Écoute, je suis sensible à ce sujet depuis que j'ai mes filles, parce que jusqu'alors, c'est comme tout, hein, quand on est représente 50% de ce monde, on voit le prisme par ce qu'on a vécu soi-même. Je suis beaucoup plus sensible depuis parce que je me rends compte à quel point le monde ne tourne pas complètement rond sur ces sujets-là et à quel point ça peut être un frein aujourd'hui quand on est une femme, quel que soit le niveau sociétalement, depuis l'enfance jusqu'aux études et ensuite après en carrière. Et donc, je me suis naturellement engagé quand la nouvelle présidente de Willa m'a demandé d'être vice-président à ses côtés, parce que 1, c'est un sujet qui me parle, 2, je pense que c'est un sujet de société fondamental, et 3, parce qu'on est très loin du compte. Donc, si je peux apporter, et je pense que justement en tant qu'homme, c'est d'autant plus important que de se mobiliser sur cette cause. Encore une fois, les chiffres sont là pour le démontrer et je pense que ce sujet il est très profond, il démarre très tôt et il y a énormément de choses à faire. On espère aussi pouvoir travailler un peu avec l'État sur ces sujets-là parce que je pense que c'est un enjeu de société. Ah oui, c'est un enjeu. Il faut impulser en tout cas de manière plus macro, quoi. Exactement. Et moi, j'aime bien savoir comment les gens font les choix parce que je trouve que les choix, en tout cas surtout à nos âges, donc faire des choix, c'est toujours difficile parce que nos choix sont un peu irréversible, on va dire. Comment toi tu fais tes choix? Quels sont tes critères? Est-ce que tu as une boussole intérieure qui te permet de guider tes choix? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors, dans le job de CEO, les grands choix... Dans les grands choix, CEO ou perso, les deux. Vraiment, qu'est-ce qui tu vois, quels sont les critères où tu dis ce choix-là, c'est un j'y vais quoi, ou j'y vais pas? En fait, je segmente les décisions. Enfin, si on prend l'environnement professionnel, en tout cas, d'un point de vue personnel, on est moins structuré, c'est normal. Je segmente les décisions. J'ai ce que les anglo-saxons appellent les one-way door decisions et les two-way doors decisions. Et donc, quand c'est une two-way doors, les portes de saloon, c'est-à-dire je décide d'aller à gauche, mais le lendemain, je peux aller à droite et c'est pas très grave. Mon mantra, c'est de décider le plus vite possible. Et je suis convaincu que la vitesse de la décision est souvent plus importante que la justesse de la décision quand on est sur ce type de décision. Donc je me force parce que finalement, les maux des entreprises, la plupart du temps, c'est le manque de décision. Donc en tant que, en tout cas de CEO, j'essaie d'impulser le fait de dire on décide et on décide vite. Et du coup, on accepte l'erreur. Et quand on décide et qu'on décide vite et qu'on prend des mauvaises décisions, ça pousse l'organisation aussi à savoir s'adapter et à savoir être dans le changement permanent et pas de se scléroser parce que justement, il y a une absence de décision. D'accord. Quand on est sur les autres types de décisions, là, bien entendu, c'est très différent. Donc, dans un environnement professionnel, là, on va prendre le temps de bien baquer les choses, d'avoir entendu tous les avis, y compris les avis les plus discordants, parce qu'au bout d'un moment, il y a un biais de confirmation, donc il faut faire attention à ça. Et quand on est sur des décisions plutôt de carrière, comme on évoquait tout à l'heure, moi, je fais confiance. Moi, j'ai une citation que j'aime beaucoup, qui m'a, en tout cas, amené mon processus de décision jusqu'alors sur ces grandes décisions dont on parlait tout à l'heure. C'est les grandes décisions ne se prennent pas, elles se forment d'elles-mêmes. Et donc, le temps fait son œuvre. Et donc, le jour où j'ai décidé de rejoindre Webhelp, plus tard où j'ai décidé de ne pas quitter Webhelp, le jour où j'ai décidé de quitter Webhelp, de rejoindre Malte, là maintenant de rejoindre Orisha, ça a toujours été des processus qui ont duré un petit peu de temps, mais pendant lesquels, petit à petit, il y a un peu le côté rationnel de ton cerveau qui dit
ouais, mais là, tu vas voir qu'en fait, c'est pas si bien que ça. Et là, tu vas découvrir le poteau rose. Et là, tu vas avoir un carton rouge. Et à chaque fois, finalement, je suis allé au bout des choses pour vraiment bien faire le travail. Et à la fin, c'était plutôt du gut feeling et de la petite musique intérieure qui disait, mais c'est évident, faut y aller. Mais du coup, ce que je comprends bien, c'est qu'au départ, tu poses quand même le radar en disant que je veux avoir une réponse. Ah oui. Et à force, du coup, tu collectes les signaux. Et tu laisses le temps faire son œuvre. Parce que ça qui est dur, je trouve. En tout cas, ce qui ne marche pas dans mon cas, c'est l'Excel avec la colonne plus, la colonne moins. Ça ne marche jamais. En tout cas, en revanche, de laisser maturer, de dormir plusieurs fois sur un sujet, mais de l'avoir quand même et de l'avoir en tête. Et au bout d'un moment, ça devient évident. Et sur ce type de décision-là, j'ai jamais regretté ce que m'a apporté la maturation du temps et la voix, effectivement, le gut feeling. Trop chouette. Effectivement, là, on a parlé de plein d'éléments et ton parcours est top, hein. Il y a pas à dire. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu justement des moments difficiles, ou en tout cas des moments un peu plus ardus dans ta carrière, et comment tu as pu justement te relever et en tout cas dépasser ça? J'en ai plein, hein, comme tout le monde. C'est-à-dire, je pense que ça, c'est un autre retour d'expérience. C'est-à-dire que on parlait de carrière linéaire, aucune carrière n'est linéaire, ça n'existe pas. On a tous des moments donnés où on prend des murs, où on a des déceptions, des échecs. Et effectivement, la manière dont tu réagis à ces moments-là est fondamentale. Qu'est-ce que je pourrais te citer chez Webhelp quand je venais de prendre le job que j'évoquais tout à l'heure, moins d'un an après, on perd le premier client de l'entreprise. Le premier client qui s'appelle Orange. Grand opérateur qui représentait une vingtaine de % du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est le premier client de beaucoup de boîtes d'ailleurs. Voilà. Et donc là, ça a été un moment charnière parce que ça aurait pu, dans d'autres contextes, mes patrons de l'époque, les fondateurs, ça aurait pu être une façon simple de dire à ce moment-là, il a perdu le premier client, c'était pas moi qui avais perdu le premier client. Bien sûr. Donc il faut changer et je m'étais un peu mentalisé un peu à ça en disant ça y est. Et ils ont eu, et là j'ai appris même pour plus tard, pour moi en tant que manager, ils ont eu la réflexion complètement inverse qui ressemble un peu à cette citation de je sais plus quel grand patron américain où l'employé vient le voir en disant je suis désolé, il a fait perdre 10 millions d'euros à l'entreprise et tu vois ce que je veux dire. Il dit oui, j'ai investi. J'ai investi 10 millions d'euros pour te former et ils m'ont envoyé un peu cette image-là tout en disant mais c'est pas toi. Enfin, Bien sûr. Et à ce moment-là, j'avais un sentiment quand même de culpabilité extrêmement fort et donc on est ressortis tous par le haut de cette histoire-là, ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir vraiment une équipe de vainqueurs, quoi. Bien sûr. Je pense que c'est pas parce que l'on s'aime que l'on gagne, mais quand tu gagnes, tu t'aimes un peu plus. Donc le fait d'avoir, la victoire appelle la victoire. C'est vrai. Et donc de savoir bien gérer ces moments un peu difficiles, et encore une fois, j'en ai eu plein d'autres, c'est extrêmement clé. Et là aussi, tu es très observé à un moment difficile. Comment tu réagis? Bien sûr. Et surtout, on a tous l'image de collègues, on va dire, dès la moindre difficulté, c'est la faute des autres. Et ça, faut être très vigilant dans un collectif. Complètement. Et moi, je crois beaucoup au pouvoir des rencontres. C'est un sujet dont je parle beaucoup. Est-ce que tu as quelqu'un, ou une personne en tout cas, que tu as eu l'occasion ou la chance de rencontrer dans ton parcours et qui a changé ta trajectoire? Même si changer sa femme, c'est un peu gros, c'est un peu too much, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. J'ai pas de mentor, j'ai pas de guide suprême. En revanche, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que je suis capable de te citer 5-6 noms de gens qui m'ont aidé à être qui je suis aujourd'hui. Les fondateurs de Webhelp en font partie. Mon premier manager dans le conseil en fait partie aussi. Il y a des gens comme ça avec qui j'ai vraiment fait l'éponge parce que je les trouvais extrêmement brillants sur une dimension. Et donc c'est pas une personne, mais voilà, c'est 5-6 personnes qui voilà. Et c'est souvent un conseil que je donne moi aussi aux jeunes, c'est quand tu choisis un premier boulot, bien entendu il y a l'entreprise dans laquelle tu évolues, mais il y a ton environnement direct. S'il t'inspire pas, il faut travailler pour quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose et qui t'inspire et qui te donne envie de donner le meilleur de toi-même. Ouais, complètement. Et justement, aujourd'hui, je pense que tes moteurs que tu avais en début de carrière sont plus les mêmes aujourd'hui. Comment ça a évolué pour toi? Alors, il y a des moteurs similaires, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, j'ai mis un petit peu de temps à les comprendre. C'est-à-dire, moi, je sais qu'aujourd'hui, ce qui me donne de l'énergie,
c'est de continuer d'apprendre, c'est de m'amuser et c'est de gagner. Donc on garde cet esprit un peu de conquête collective, dans un environnement bienveillant. Mais voilà, j'ai besoin de ça. Si j'ai ce triptyque-là, et ça, je l'ai factualisé plus tard, mais ça existait déjà dans la personne que j'étais. Quand j'avais 20 ans, que je jouais dans l'équipe de volley de mon école d'ingénieur, il y avait ces éléments-là, et souvent, on était une équipe moyenne en début d'année, meilleure en fin d'année, et moi, j'étais le très discret en début d'année, et plutôt capitaine en fin d'année. Donc voilà, tout ça, plus tard, tu comprends des choses que à l'époque, tu analysais pas de cette manière-là. Et donc ça reste. Je garde, parfois, dans ma famille, dans mes amis, on me dit, tu as un côté un peu gamin, mais moi, je suis très fier de ça. Je suis très content de rester très enfantin dans un certain nombre de choses, parce que j'ai toujours envie d'idéaliser le lendemain. Voilà, même si à un moment donné, il faudra passer à autre chose. Bien sûr. Et tu sais, moi, je parle beaucoup dans ce podcast de sweet spot. Tu vois, c'est l'endroit où tu te sens bien à ta place. C'est un peu le fil rouge de ce qui te constitue. Tu l'as un peu évoqué avec ce que tu as dit, mais est-ce que tu as un fil rouge particulier qui te définit, à la fois dans ta sphère pro et perso? Le fil rouge, peut-être, c'est que le passé ne prédit pas le futur. C'est-à-dire, à chaque fois, je veux pas dire que je repars d'une page blanche, mais parce qu'il y a quand même un fil rouge. Bien sûr. Il y a de la cohérence dans les différents jobs que j'ai occupés. Mais à chaque fois, en essayant comme je sais que je me régénère par la nouveauté, c'est toujours de réfléchir en disant de quel type de nouveauté j'ai envie, j'ai besoin. C'est plus international, changer de secteur, changer de type de profil avec lequel je vais travailler. Enfin, toutes ces questions-là sont là, et je sais que si je reprends un job trop similaire au précédent, je vais potentiellement avoir une attitude un peu plus rapide. Donc le fil rouge, c'est celui-là, et avec la conviction toujours que je peux être meilleur demain qu'aujourd'hui. Tu vois, moi, ça fait 4 ans que je fais ce podcast. J'ai fait une pause, mais 4 ans. Et dans le but, moi, de définir qu'est-ce qui était la réussite pour moi. Et pour moi, la réussite, c'est la liberté d'être soi. Et j'aime demander, du coup, aux invités, qu'est-ce que ça t'évoque, ça, la liberté d'être soi? La liberté d'être soi, à partir du moment où elle te rend heureuse, parce qu'on peut être soi, et voilà. Donc, j'ajouterais peut-être ça. Je pense que c'est une bonne manière de voir le sujet. Mais toi, en tant qu'Alexandre, justement, la liberté d'être soi, ça veut dire quoi pour toi? Si tu devais définir ce que c'est la liberté d'être soi. Ce qui est sûr, c'est que l'avantage quand tu montes dans une organisation, dans tes premières années, tu te sens un peu obligé d'être pas dans un carcan, mais de jouer une forme de rôle. Il faut être bon sur tel ou tel critère. C'est un peu plus scolaire. Plus tu progresses et plus tu prends des jobs à responsabilité, et plus normalement on te choisit aussi pour ce que tu es. Bien sûr, je suis d'accord. Donc ça facilite. C'est plus facile d'être soi quand tu es CEO que d'être soi pour plein d'autres jobs. Donc c'est aussi un luxe. C'est vrai. Et après, là où je diffère peut-être un tout petit peu de toi, c'est que je pense que heureusement que je suis pas complètement moi quand je suis au travail, parce qu'il faut aussi twister un peu une partie de toi-même vis-à-vis de la culture de ton entreprise, qui est pas ta culture à toi totalement. Donc voilà, c'est le petit bémol que je mettrais. Mais le plus tu peux être toi-même, le mieux c'est. C'est aussi un conseil que je donne à beaucoup de gens. On n'est jamais aussi bon que lorsqu'on est authentique. En tout cas, moi, je l'ai vécu à titre personnel. À chaque fois que j'ai eu des gens ou des managers, même étant jeune, qui ont essayé de me changer, j'étais à contre-courant. Donc après, on en revient au débat initial, qui est de dire, et pour autant, il faut réussir à se changer soi-même. Trouver les bonnes clés pour sortir de sa zone de confort. Complètement. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? Que voudrait dire une vie réussie pour alors ça c'est quoi? Effectivement, alors je différencie bien le réussir sa vie et réussir dans la vie, puisque là on a beaucoup parlé de réussite entre guillemets professionnelle, qui est très différent de réussir sa vie. Je sais pas si j'aurais une bonne définition de réussir sa vie, parce que je considère aussi que le bonheur, c'est de le chercher. Donc je suis un peu dans cette quête infinie de se dire encore une fois que demain peut être mieux qu'aujourd'hui. Est-ce qu'à la fin on pourra dire que j'ai réussi ma vie, si mes enfants sont heureux qu'ils ont réussi et que j'ai laissé des bonnes choses sur cette terre, peut-être que oui. C'est beau.
Je vais passer rapidement sur le Tamil Gatemeri, qui sont des questions usuelles, très spontanées. Je vais te laisser répondre de manière très spontanée. Si tu devais transmettre un seul principe à tes filles et à ton fils, du coup, que j'avais oublié, le pauvre, ça serait lequel? Le respect. Je pense que c'est une notion un peu ancienne. Et d'ailleurs, la notion de respect, c'est effectivement respect des plus anciens, des moins anciens, des gens différents, le respect par défaut et de pas avoir de préjugés sur une personne, quelle qu'elle soit, d'où elle vienne. De quoi as-tu dû te libérer pour devenir la personne que tu es aujourd'hui? Bah, sans doute un peu ma timidité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire... Je rigole. Tu l'es un peu moins peut-être. mais voilà, non, mais en tout cas, d'avoir forcé un peu ce que j'étais originellement, libérer le mot un peu fort, parce que je l'assume totalement, mais oui, sans doute. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Tu vois, t'as une idée où toi, tu es persuadé que c'est comme ça, mais que tout le monde te dit non, mais Alexandre, non. Là, tu as une croyance quelconque? Controversée par qui? Je sais pas. La croyance qui consiste à dire qu'il faut aider les femmes pour qu'elles réussissent, elle reste en partie, de mon point de vue, controversée. C'est vrai. Puisque beaucoup de gens considèrent que j'ai eu des échos comme ça en disant mais on a déjà vu vu et revu, revu et revu des gens arrêtés. Enfin, les gens voient le marketing mais pas le travail de fond. Donc ça, c'est pour ça que ça renforce. Alors, controversé, le mot est un peu fort pour le sujet dont on parle, mais en tout cas, les gens ne comprennent pas à quel point c'est un sujet qui mérite une attention forte. Alors moi, il y a une question que je me pose toujours, je me pose encore, et du coup, j'aimerais bien te la poser, c'est est-ce que tu penses que tout le monde a une vocation? Tu sais, on parle beaucoup de mission de vie, de vocation, etc. Moi, je crois pas personnellement, mais est-ce que tu penses que... Non, je crois pas non plus. Bah, si on regarde les parcours de vie, y compris le mien, il aurait pu être totalement différent. Si j'avais trouvé un job à Toulouse, je serais peut-être aujourd'hui en train d'être ingénieur chez France Télécom, j'en sais rien. Moi, je suis passionné de sport. Je voulais absolument travailler pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris en 2012. Donc j'avais tout mon projet qui était prêt, mais Paris a perdu les Jeux Olympiques face à Londres. Donc voilà, donc vocation, enfin c'est des parcours de vie qui font que soit on capitalise sur ce qu'on a vécu et on construit quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, moi je suis pas un prototype de quelqu'un qui avait une vocation ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Je me suis construit un peu au fil du temps en essayant toujours de faire fructifier ce qui a été réalisé précédemment. Je parle de ça surtout parce que je trouve qu'il y a quand même parfois une injonction, tu sais, au métier passion, à trouver sa voie, etc. Et je trouve que pour des profils un peu généralistes, je pense comme tu es, généraliste qui a su quand même se ranger un peu dans l'univers de la tech, etc. Mais c'est quand même généraliste. Je trouve que demain, tu pourras complètement te réinventer sans problème. Je trouve que parfois, ça peut être pesant, ce discours-là. Oui, je suis d'accord. Mais moi, typiquement, après, c'est là où il faut écouter sa voix intérieure. Moi, j'ai toujours adoré ce que j'ai fait. J'ai jamais eu ce sujet de changement total de vie. Alors oui, je suis passionné de sport. J'aurais adoré si demain tu me dis il faut reprendre un club de sport. Oui, est-ce que ça t'exciterait? Je te répondrais oui. Bien sûr. Pour autant, je suis excité par ce que je fais aussi et je trouve un équilibre un peu différent et je me suis jamais dit ras-le-bol de ma vie parisienne ou ras-le-bol de mon boulot, de mes collègues. Non, jamais. Aussi, c'est une question je pense, de sensibilité sur la croyance qu'on peut avoir dans quelle mesure on est responsable de ce que l'on vit. C'est-à-dire que je dois essayer de faire en sorte que, de me dire non, l'environnement exogène, c'est l'environnement exogène, mais avec le même environnement exogène, tu peux vivre deux histoires totalement différentes. Bien sûr, oui, complètement. Est-ce qu'il y a un livre ou une ressource que tout le monde devrait découvrir? Les Inattendus, bien entendu. Ah non, arrête. Mais je l'ai pas encore lu, donc je peux pas. Tu veux pas dire. Tu me diras. Mais je vais le lire. Non, moi, le livre qui m'a le plus marqué, mais c'est un livre un peu boulot, c'est From Good to Great de Jim Collins. Et on retrouve, on parle de fil rouge. Moi, si j'ai un fil rouge, c'est sur cette notion effectivement, de people, de culture, où, ça m'avait marqué la première fois que j'ai lu ça, j'avais 20 ans, ou peut-être un tout petit peu plus. Il est vieux, ce livre. Mais il y a toute une partie sur avoir les bonnes personnes dans le bus, c'est l'image qu'il emploie. Et ensuite tu regardes où est-ce que donc
en tant que patron, tu dois faire en sorte que tu aies les bonnes personnes dans le bus et après, tu regardes où est-ce que tu vas les asseoir. Et cette notion-là, avec le always start with the who and not the what. Ouais. La plupart des entreprises, la plupart des gens commencent à réfléchir au what, toujours. alors que le who doit prédominer. Donc ce livre-là, oui, c'est marquant et j'aurais plaisir à le relire parce que régulièrement encore, je reprends ces concepts qui sont qui sont d'actualité, toujours d'actualité. Quand tout tangue, à quoi tu te raccroches? Quand tout tangue, si tout tangue, je me raccroche à pas grand-chose, mais je fais confiance au fait qu'après la pluie, le beau temps, que tout tunnel a, une issue et une lumière. Donc je fais confiance un peu à la suite. Donc mais je me raccroche pas, j'ai pas ni là un livre, une croyance, quelque chose où je me dis ça m'aide à passer le cap. Tu vis le je vis le moment difficile et j'attends que les nuages passent. Comme on dit, this too shall pass. Exactement. Toujours. Est-ce que tu peux compléter cette phrase? Le monde a besoin de plus de... Le monde a besoin de plus de bienveillance. Alors le mot est un peu galvaudé, mais on voit que aujourd'hui on s'oppose dans tous les sens, que ce soit au niveau guerrier, militaire, ou sur des sujets plus locaux, ou à l'intérieur même d'une entreprise. Bien sûr. Donc je pense que la bienveillance, non pas mielleuse, mais la bienveillance, c'est pas forcément dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent faire, c'est les emmener là où ils doivent se rendre. Donc c'est la bienveillance un peu, pas dirigiste, mais un peu pilotée, sans complaisance exactement. Je pense que ça ferait du bien si tout le monde avait un peu ce même objectif et éloigné des objectifs individuels et parfois mercantiles. Complètement. Est-ce que tu as une chose à ajouter, Alexandre? Après cette conversation bien passionnante, j'ai appris plein de choses. J'ai pas été déçue. Je savais que vous n'avez pas été déçue de toute façon. Une chose à ajouter, non, mais juste te redire merci pour l'invitation. J'aurais bien aimé être un peu mieux préparé parce que tu m'as dit tu viens. Justement, viens comme tu es. Tu vois, comme chez McDo ici. On vient comme on est. Je suis venu comme je suis. C'était très bien. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite.